En se basant sur ce que nous savons à l'heure actuelle, l'attaque semble avoir été contrée et semble avoir été inefficace. Cela témoigne de la capacité militaire d'Israël et des États-Unis. Cela témoigne également de la coordination entre Israël et les États-Unis pour anticiper l'attaque iranienne et s'en défendre. Qu'on ne s'y trompe pas, les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Est-ce que ça veut dire demain, on se battra à leur côté? Alors qu'on ne s'y trompe pas non plus, pour reprendre les mots de Joe Biden, les États-Unis sont entraînés dans cette guerre par Benjamin Netanyahou. Ils ne sont pas là à ses côtés, ils y vont à contre-cœur. Oui. Il ne faut pas, et ça c'est très important de le souligner. Bien sûr, Joe Biden ne peut pas faire autrement que de se montrer, de mais de leur point de vue, est-ce qu'il ne vaut pas mieux maîtriser, s'en mêler, plutôt que d'être simple spectateur? Il n'a pas le choix, il doit y aller, mais il est forcé. Ce que vous dites là est singulièrement démenti par toute la séquence qu'on a vue au cours des dernières semaines ou des derniers mois. On a vu parfois des désaccords visibles, ostensibles, entre Joe Biden et Netanyahou. Et on a vu d'ailleurs que Netanyahou se faisait ce qu'il voulait, mais que Biden ne laissait pas forcément faire, ne restait pas passif. Et donc là, c'est pas une question d'homme. Je crois que, vous êtes dans le mauvais narratif et dans un contretemps dans lequel on a vu s'enferrer notre président Emmanuel Macron dans les dernières semaines. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous la guerre d'Irak, quand les Américains... C'est pas une affaire de bonhomme, c'est pas une affaire d'ego. Il y a une agression militaire d'ampleur. Joe Biden était en plein, essaye depuis des jours, des semaines, de négocier un cessez-le-feu. Et en pleine négociation. Ça, c'est formidable. En tout cas, pardon, le changement. Vous avez des outils Patrick, sur les intérêts américains. Le changement, en tout cas, il est là. Rappelez-vous la guerre d'Irak, quand les Américains avaient dit aux Israéliens, surtout, vous ne répliquez pas à Saddam Hussein, on s'en occupe. Ouais. On vous protège. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Et ils l'ont fait. Cette fois-ci, ils ne disent plus ça. Ils disent, nous allons pleinement vous soutenir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le choix, c'est que les Américains, ça reste quand même la première puissance mondiale. Ils sont aujourd'hui, mordus au mollet par la Russie en Europe, par les Chinois au Pacifique. Et aujourd'hui, alors qu'ils déploient 2 groupes aéronavals face à l'Iran, ils leur disent surtout tirez pas de missiles sur Israël, sinon ça va mal se passer. Ils le font quand même. Et ça dure S'ils depuis ne bougent pas l'oreille, c'est même plus un problème israélien. C'est un problème pour eux. Le régime de Téhéran, les fameuses lignes rouges d'Obama en Syrie, a commis des attentats, a pris en otage leurs diplomates. Mais bien sûr, ils sont restés un an en 79. Le premier geste de la révolution islamiste de Khomeini et donc maintenant de Khamenei a été la prise d'otages massive des diplomates américains et le refus de discuter pendant plus d'1 an. Je peux vous interrompre. C'est un traumatisme dans concret. Regardons la carte des bases américaines dans la région. Et comme on a d'éminents spécialistes, là, au-delà des principes, soyons extrêmement concrets, quand on voit à quel point les Américains sont présents. Il y a un groupe aéronaval, un des plus puissants du monde, le groupe Eisenhower. Ça fait 160 il y a ces bases. Il y a la base d'Incirlik en Turquie, pour décoller à tout instant les avions de guerre américains. Comment les Américains peuvent-ils demain aider Israël à frapper l'Iran? Alors, ils ont plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils vont certainement les aider en renseignement. Puisque là, pour le coup, ils ont aussi des capacités spatiales. Et il faut savoir qu'il y a CENTCOM qui est là-bas. En fait, le commandement... Ils sont au Qatar. C'est le grand commandement opérationnel des États-Unis pour l'ensemble de la région. Et c'est pas un commandement pour aller faire des entraînements et des exercices dans le désert. C'est pas les scouts. C'est pas les scouts du tout. C'est ceux qui, depuis les années 2000, sont en train de taper l'État islamique dans la région. C'est eux qui ont fait Mossoul, la bataille de Mossoul... je vous interromps. Monsieur Netanyahou en direct. Qui nous attaquent, nous l'attaquerons. C'est ainsi en Judée-Samarie, à Gaza, au Liban, au Yémen, en Syrie. Et c'est exactement ce qui va se passer en Irak. Nous nous attaquons à l'axe du mal. Dans tous les lieux, comme nos soldats qui agissent maintenant à Gaza et en Liban. Et nous allons nous unir avec les forces de la lumière contre les forces de la pénombre. Le choix n'a jamais été aussi clair entre la liberté et la tyrannie, entre la paix, la bénédiction et la malédiction. Nous ferons tout dans ce sens-là. Nous atteindrons tous les objectifs de notre guerre. Le retour de tous les otages et d'assurer notre avenir, que l'année soit fructueuse et belle pour tout le monde.
citoyens d'Israël. Nous allons d'abord... Voilà cette déclaration de Benjamin Netanyahou, l'axe du mal, la fameuse expression que George Bush déjà avait employée. Voilà. Et vous avez vu les résultats de ce qui s'est passé de cette entreprise de George Bush. Et là, on voit bien, Benjamin Netanyahou, comment elle s'appelait son opération sur le Liban, Ordre Nouveau. Et ça rappelle totalement ce que George Bush a fait en Irak, avec les résultats que l'on a vus. Il veut redessiner le Proche-Orient, il le dit. Mais George Bush aussi voulait redessiner le Proche-Orient. Le régime des Mollahs, il est indéfendable. Il est indéfendable. Mais là, vous voyez bien... Personne... Un État, à un moment donné... Patrick, laissez finir quand même. C'est vous l'avocat. Sinon, on est foutus. Le régime des Mollahs est indéfendable. Ismaël Haniyeh est indéfendable. Hassan Nasrallah est indéfendable. Est-ce qu'il faut pour autant mettre le feu au Moyen-Orient, causer tous ces dommages civils, tous ces gens qui sont sur les routes au Liban en ce moment, les Palestiniens de Gaza qui sont détruits. Qui venait de prendre 180 missiles sur son territoire. Mais je crois que ce qu'Alexandra essaye d'expliquer, c'est que Joe Biden a tenté de retenir le bras de Benjamin Netanyahou, notamment dans cette offensive terrestre au Liban, pour justement éviter de donner un prétexte à l'Iran de pouvoir aller frapper de façon honteusement la population israélienne. Mais c'est aussi de ça dont il s'agit. Oui, mais en l'occurrence, l'Iran a tapé, indépendamment de tous les avertissements. Est-ce que ça n'a pas donné un prétexte à l'Iran d'aller attaquer en ce moment même Israël ? C'est idéologique, c'est son but c'est un des buts constitutifs du régime iranien. Et ce n'est pas un but théorique. Ils ont armé le Hezbollah pour attaquer Israël. Ils arment les Houthis au Yémen qui s'attaquent aux intérêts américains. On le sait tout ça. Mais quelle est la vision politique d'Israël ? Qu'est-ce qu'ils vont faire après ça ? Ils viennent de prendre 180 missiles. En tout cas dans votre opposition les deux thèses, ceux qui estiment que Netanyahou est dangereux et qu'il est en train de mettre peut-être le monde au bord d'une nouvelle guerre mondiale, et ceux qui pensent qu'au contraire il faut maintenant arrêter l'Iran avant que l'Iran n'ait la bombe. Voilà. En tout cas, moi je suis assez réticent sur la comparaison avec ce que les États-Unis ont fait en Irak, parce que l'attaque américaine contre l'Irak, elle était folle. Elle était d'abord basée sur un mensonge, ces fameuses armes de destruction massive dont Colin Powell parle, vous vous souvenez, avec sa petite fiole aux Nations Unies en février 2003. Tout ça a été faux. Alors que là, il me semble que l'agression iranienne contre Israël, elle est réelle. La volonté de l'Iran de rayer Israël de la carte, elle est réelle. La volonté iranienne de se doter de l'arme nucléaire pour pouvoir éliminer Israël, tout ça, ce ne sont pas des menaces théoriques. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que Israël ne serait pas légitime à riposter de façon extrêmement forte à ces attaques. Mais la continuité de l'un à l'autre, est-ce que les États-Unis peuvent être dans la logique de se dire c'est le moment vraiment de casser les reins de la dictature de Téhéran ? Voilà. Est-ce qu'ils peuvent se dire c'est le moment ? Oui, peut-être, mais je doute que ça se passe comme ça quand même, parce que l'Iran, c'est un grand pays, et ça se finit toujours au sol. Alors, est-ce qu'on a l'intention d'aller au sol ? Certainement pas. En revanche, est-ce qu'on veut casser peut-être, par exemple, au maximum les installations nucléaires, pour au moins retarder, si on ne peut pas l'empêcher entièrement, le programme nucléaire? Ça, c'est possible. On peut faire du mal, mais en aucun cas, je veux dire, une guerre ne se termine dans les airs avec des missiles. Ça, c'est pas possible. Donc, je ne crois pas que les États-Unis puissent envisager aujourd'hui d'envahir un pays comme l'Iran. Donc, en conséquence, il n'y aura pas de destruction du régime iranien. Il y a une part d'aventure. Ça peut pas aller jusque-là. On est en train de basculer, selon vous, dans une part d'aventure. Il y a une part d'aventure. Oui, il y a une part d'aventure. Pour moi, il y a une part d'aventure. N'oublions pas aussi que monsieur Netanyahou a besoin d'une victoire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la guerre a 1 an. Et qu'au bout d'1 an, rien n'est résolu. Gaza, il y a encore un peu de Hamas, etc. Les otages n'ont pas été libérés. Le Hezbollah, entreprise terroriste, est bien entendu est toujours là. Il a été cassé, mais ça fait quand même 1 an. Et donc, il a besoin aujourd'hui d'affirmer une victoire. Et puis, il s'adresse aussi... Moi, je suis toujours frappé quand il parle de la Judée-Samarie, par exemple. Vous voyez, c'était dans son discours tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est pas très, très raisonnable dans les conditions actuelles non plus. Voilà. Et je vous rappelle que aux États-Unis, on est à 1 mois d'une élection primordiale. Et je pense que Joe Biden n'a aucun intérêt à ce que la région et le monde s'embrasent en ce moment. Quand on regarde les semaines passées, tous les tabous ont sauté. Les Israéliens, qu'on les juge trop aventureux, au contraire de bonne foi et de bonne guerre, ont tué Haniyeh, ont tué Nasrallah, etc., etc. La suite, est-ce que c'est Téhéran ? Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout impossible. C'est-à-dire que quand on voit...
Ils sont en train de dire que, écoutez ce que disent les Israéliens depuis un an. Le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter parce qu'on veut rester sur nos certitudes. Et il y a 70 ans que c'est comme ça, donc on reproduit la façon dont ça s'est passé depuis 70 ans. Et il se trouve que là, on a des acteurs, une volonté et un traumatisme, le 7 octobre, qui fait qu'on a changé de paradigme. Et pardon, et pas seulement objectivement, qu'on soit pro ou anti-israélien, si on se met à leur place, si la France avait un pays à 1000 km, on lui promet de le détruire avec une bombe nucléaire, évidemment qu'on réagirait. Les Français ne diraient pas attendons. C'est ce qu'on a fait avec l'État islamique quand ils ont mis des attentats à Paris. On est allé les déchirer à Mossoul et à Raqqa. Ils n'avaient pas la bombe. Non, mais c'était une armée constituée, un quasi-État qui avait pour but de menacer la France. Donc évidemment, les Israéliens ne sont pas du tout dans la même logique que nous, et c'est bien évident. Donc eux sont dans la volonté aujourd'hui de faire en sorte qu'ils pensent qu'ils ont une opportunité aujourd'hui, avec ce que vient de faire l'Iran, d'entraîner les Américains dans une logique. Entraîner, c'est bien ce que je disais. Ça veut dire donc qu'ils peuvent aller jusqu'à Téhéran. Ils peuvent choisir de frapper, en tout cas, des centres de pouvoir à Téhéran, pas la population. Je pense qu'ils vont avoir une stratégie très différente de ce à quoi on s'attendait. Comme ils ont parfait 2006 au Liban, comme ils n'ont pas refait les opérations précédentes à Gaza, je pense qu'ils vont faire des opérations de nature différentes. Avançons avec tous nos correspondants. Oui, on le rappelle, toutes nos équipes sont sur place, déployées aux quatre coins du Proche-Orient, notamment en Israël et au Liban. Regardez toutes ces équipes qui sont en direct avec nous. On part en Israël du côté de Haïfa pour retrouver notre correspondant Nicolas Rouget. Nicolas, qu'entendez-vous autour de vous? Que va-t-il se passer ces prochaines heures du côté d'Israël? Alors évidemment, on entend les voix officielles qui parlent du fait qu'il y aura une réponse. C'est maintenant sûr. Et évidemment, Israël doit sauver la face d'un certain côté. On est un petit peu. C'est ça le problème de l'escalade. Plus on va loin et plus il faut aller loin. Et pour Israël, évidemment, il faudra y avoir une riposte. Mais on rentre dans un moment très spécial pour les Israéliens. Demain, c'est le Nouvel An juif. C'est un moment de fête. C'est un moment aussi qui va amener très rapidement à l'anniversaire du 7 octobre. Il y a énormément de voix dissidentes à l'intérieur du pays qui demandent qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. On n'a toujours pas de vérité sur les faillites sécuritaires de l'armée israélienne le 7 octobre. On n'a toujours pas, les résidents israéliens ne sont toujours pas revenus au nord. Évidemment que toutes ces actions du gouvernement Benyamin Netanyahou ces quelques dernières semaines font une différence, d'avoir frappé le Hezbollah d'une manière aussi forte. Mais très clairement, le gouvernement israélien a besoin d'aller encore plus loin. Ça sera sans doute fera partie de sa feuille de route, ça fera partie de ses objectifs dans la façon dont il déterminera sa riposte contre l'Iran. Je pense que j'abonde dans le sens de ce qui a été dit sur le plateau. Ils trouveront sans doute des solutions plus originales que juste une riposte comme celle qu'on a vue par le passé, une riposte sur le sol iranien seulement. Je pense que pour les Israéliens, ce moment est un moment d'opportunité avant l'élection américaine. C'est ce qu'on entend ici dans les cercles sécuritaires. Il faut aller le plus loin possible pour pouvoir essayer de toucher les intérêts qui nous font le plus de mal. Donc on peut s'attendre à une grosse riposte, mais aussi dans un moment un petit peu bizarre pour les Israéliens, un moment de fête, un moment aussi de tristesse et un moment de souvenir. Donc ça va être très compliqué vraiment de pouvoir voir dans toute cette confusion exactement comment les choses vont se passer dans les prochains jours.